J'ai une première question. La loi sur les propriétaires 99 ans, c'est en vigueur. Alors, je ne sais pas à quoi tu fais référence, mais je pense que tu parles de quelque chose qu'on entend assez souvent. Et cette année, une proposition de loi d'une députée qui s'appelle Laglaise, de mémoire, si ma mémoire est bonne, qui dirait, c'est pas la première fois que j'en entends parler en 16 ans que je fais de l'immobilier, que l'État pourrait au conditionnel devenir copropriétaire de ton terrain, etc. Et que tu serais propriétaire du foncier, du bâti et non plus du foncier. Donc non, c'est absolument pas en vigueur. Ça, c'est un fait. Et là, par contre, ça n'est qu'un avis et ça ne le sera jamais. En France, on est sur un droit de propriété qui est sacré, qui est inaliénable. Et donc, je pense pas que ça puisse se passer. Salut Damso. Samy qui nous demande si je pense qu'il y aura un crash. Écoute, non, je ne le pense pas. Et les indicateurs factuels qu'on a font que ça risque assez peu d'arriver. On a une offre qui est encore... Alors, on a une demande qui est en baisse, ça c'est clair, mais on a une offre qui est encore très faible et donc du coup qui contient fortement la baisse. On a certaines régions où ça baisse. On a par exemple le réseau Century 21 qui a sorti ses chiffres il y a quelques jours, des chiffres attendus parce qu'ils sont assez fiables, c'est un gros réseau et ce sont les chiffres les plus récents qu'on ait, qui parlent d'une baisse de 6% à Paris par exemple, mais encore de plus 0,9% sur les prix en Normandie dans ma région. Donc le crash, non, je n'y crois pas. Par contre, on aura sûrement une baisse du volume des ventes en 2023 de l'ordre de 15% par rapport à ce qu'on a connu avant, mais qui était des années très très fastes. Dame Solo, j'investis dans ma région, donc principalement dans le Calvados qui est mon département et aussi dans l'Orne qui est un des départements voisins et limitrophes. Donc en Normandie pour mes investissements à moi personnels et ceux que je gère pour le compte de mes clients parce que j'ai une agence immobilière, enfin j'en ai 5, une marque d'immobilier qui fait la gestion locative, c'est essentiellement dans notre département qui est le Calvados. N'hésitez pas à me dire d'où vous êtes pour la petite centaine de personnes qui est connectée à l'instant. Le live vient tout juste de commencer. Est-ce que j'ai des associés pour mes investissements? Écoute, j'ai très longtemps acheté tout seul, bien que j'avais une compagne, donc tout seul en nom propre. Ensuite, j'ai monté une SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, avec mon meilleur ami, Mathieu. Ensuite, j'ai acheté en nom propre avec ma femme, ma compagne. Ensuite, j'ai créé une SCI à l'IS, toujours avec ma femme. Donc, je suis propriétaire de 4 façons, tout seul, en nom propre avec ma femme, en SCI à l'IR avec mon meilleur ami et en SCI à l'IS avec ma femme. Et Ali Wiman qui me dit qu'il est de Caen. Oui, toi, j'ai déjà vu ton blaze dans un de mes lives, ça fait plaisir. On est cané également. Demain, j'ai mon oral de CPAP pour mon BTS pays. Souhaite-moi bonne chance, l'agent. Bah écoute, avec grand plaisir, bonne chance à toi. Merde, comme on dit, j'ai moi-même passé un BTS profession immobilière en 2009. Je l'ai eu en grande partie parce qu'à l'oral, j'ai eu 17 sur les matières professionnelles. Donc, bonne chance à toi. Je ne sais pas si l'oral a un coef toujours aussi important que ça. Mais en tout cas, c'est un très bon BTS, le BTS profession immobilière. Je rappelle que c'est le seul diplôme qui peut, parce que ce n'est pas la seule condition, qui peut vous ouvrir les cartes professionnelles pour devenir agent immobilier, donc carte T et carte G. TikToker qui demande si c'est rentable. Alors moi, mes investissements immobiliers le sont. Après, ça dépend évidemment de ta région. Il y a des régions où c'est plus facile que d'autres. Il y a certaines régions où certains sont contraints pour que ce soit rentable de faire des modes d'exploitation que moi je ne conseille pas dans ma région en tout cas. Colocation en bail séparé, investissement type Airbnb, etc. Donc bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans ma région en tout cas, moi c'est pas ça que je conseille à mes clients. Dame Solo, achat-revente, tu es en fait avis? Non, j'ai déjà revendu des biens immobiliers qui m'appartenaient, aussi bien locatifs que résidence principale, mais jamais à court terme et jamais dans ce but-là. Des avis, bah, écoute, ça peut être très bien si c'est maîtrisé. Je conseillerais juste aux personnes d'être très prudentes en ce moment, parce on achète en ce moment à des prix de l'immobilier qui n'ont encore pas ou peu baissé. Et quid d'une éventuelle baisse quand même, même si je la pense raisonnée, mesurée, quid d'une baisse dans les prochains mois, qui fait que si d'habitude il te faut 15% de marge sur une opération, et si le marché baisse de 10, bah, il t'en faudra 25. Et ça sera peut-être dur avec la hausse du coût des matériaux et des travaux, parce que souvent l'achat-revente passe par la case travaux. TikToker, non, j'en vis pas parce que c'est pas mon souhait. Alors j'ai effectivement un beau cash flow mensuel que je serais même d'ailleurs incapable de calculer à l'instant T. Mais j'ai un mode de vie où j'aime consommer, j'aime les voitures, j'aime recevoir des copains. Donc pour tout ça, il faut un petit peu de pognon. Donc non, j'en vis pas. J'ai un travail à côté, évidemment.
Samy, est-ce que j'ai vendu mon immeuble? Non, je l'ai même retiré de la vente, n'ayant pas le temps de m'en occuper. Et ayant, ça c'était pas prévu, reçu un préavis d'une de mes locataires. Il y a 4 lots dans cet immeuble-là que je voulais vendre. Donc je vais attendre de le relouer. Je fais une visite vendredi midi. Je vais sur place vendredi midi pour une visite de relocation. Et je le remettrai sûrement en vente en septembre. J'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, ma tentative de sonder le marché a été positive parce que j'ai eu notamment une cliente de la région parisienne qui était prêt, qui voulait l'acheter sans se déplacer. Alors moi, je ne le fais jamais à titre professionnel et je ne le ferai pas à titre personnel non plus. Je suis pas à l'aise avec ça. Mais en tout cas, ça montrait un certain intérêt pour l'immeuble au prix que je souhaitais le vendre. Donc ça, c'est positif. Allez, on a une petite soixantaine. Merci de mettre des petits likes. Non pas que ça me fait plaisir, et encore que, mais en tout cas, ça montre à TikTok que le live est intéressant et que ça donne envie à d'autres personnes de le rejoindre. Et plus il y a de personnes, plus il y a de questions. Plus il y a de questions, plus c'est intéressant pour tout le monde. Donc, deux trucs qui peuvent m'aider, me poser une question ou bien sûr mettre un petit like. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui sont propriétaires d'une RP, d'un investissement locatif, etc., si vous êtes à jour de l'obligation de déclarer vos biens immobiliers qui devait être fait avant le 30 juin. Est-ce que vous êtes à jour? Saya qui dit salut. Hello Saya. Donc on est à un peu plus d'une soixantaine. Je sais bien que sur TikTok, la population est jeune et encore que, pas tant que ça. Donc il y a forcément des propriétaires dans les 60 personnes qui sont avec moi à l'instant T. Est-ce que vous êtes à jour de votre déclaration? Déclarez vos biens immobiliers sur impôts.gouv avant le 30 juin et avez-vous galéré ou pas? Et on a user qui dit c'est reporté au 31 juillet. Oui, c'est là où je voulais en venir. J'ai fait un TikTok aujourd'hui. Alors c'est pas vieux, hein, t'as l'info en tout premier. C'est depuis le 23 juin. Ce qui est vraiment très contradictoire parce qu'ils ont écrit à certains de mes propriétaires la semaine dernière en disant vous l'avez toujours pas fait, attention, vous avez jusqu'au 30 juin. Et entre deux, ils décalent au 31 juillet. On a le roi du fils qui nous dit oui, c'est à jour. Ok, cool, t'as pas galéré parce que moi c'est une galère sans nom. On a Z qui nous demande si c'est intéressant d'acheter une maison à rénover. Alors oui, au conditionnel, ça peut évidemment être très intéressant. En théorie, le prix d'achat va être faible, notamment lié maintenant au diagnostic de performance énergétique, à la notion de passoire thermique et à la notion d'audit énergétique. Donc ça peut tirer un prix d'achat vers le bas. Les travaux, par contre, en ce moment, sont très coûteux. Ils ont pris une vraie claque depuis le Covid. Mais oui, bien évidemment, ça peut être un bon plan. Charlie qui dit salut, je crois que oui. Bon, allez, écoute, Charlie, t'as encore un peu plus d'un mois pour être sûr de toi, mais sois sûr, parce qu'au final, ça peut être 150 € d'amende par lot. Et on a Fatima dans le 91 région parisienne qui nous dit oui, moi c'est fait, cool, tant mieux. J'espère que vous n'avez pas galéré. Moi, je ne suis pas à jour, je vais vous donner plein de conseils sur TikTok parce que j'ai un problème d'identification de certains de mes biens qui n'apparaissent pas du tout ou qui ne correspondent pas. Et je ne vous parle pas d'une petite différence de 3 mètres carrés, hein, mais d'une vraie problématique où j'ai certains lots dans un immeuble de rapport où j'ai 3 lots qui apparaissent sur le site des impôts alors qu'il y en a 4 et patati et patata. Ah, le roi du fils qui dit qu'il a été directement aux impôts, ils m'ont bien expliqué, c'est cool, tant mieux. Moi, je les ai contactés par le site de la messagerie des impôts. Je suis concerné par 2 départements différents, donc c'est 2 messages différents, pour simplifier. Il y en a un des 2 à Caen où j'ai eu la réponse en une semaine et l'autre dans l'Orne où j'ai toujours pas la réponse. Oui, il faut déclarer les places de parking CAF qui sont associées au logement. Il fallait cocher à la fin, c'est tout à fait vrai. Il faut relier les lots entre eux qui sont loués au même locataire, tout à fait. Donc notamment si tu es propriétaire d'un appartement, si la cave apparaît en lot séparé, ce qui est normalement le cas, pareil pour la place de parking, il faut le faire. Fatima, est-ce que je connais l'immobilier en Ile-de-France? Alors non, sur le marché, sur les prix, non du tout. Par contre, la législation, on a la chance que dans notre pays, elle est la même de Marseille en passant par Caen, en passant par Lille. Donc si c'est une question juridique, technique, fiscale, je peux y répondre. Par contre, sur l'état du marché, les prix, non. Quels sont les points à valider avant d'acheter un bien? Yes, bah écoute, ils sont très nombreux. Ça va dépendre qu'il s'agisse d'une maison et donc d'un bien qui n'est pas concerné par la copropriété. Dans ce cas-là, bah, c'est de bien vérifier évidemment son état, bien de vérifier son urbanisme, le PLU, les projets qui pourraient être en cours à proximité, etc. Et si tu achètes un bien en copro, c'est encore différent. Ah bah César, tu tombes sur le bon compte, tu me fais plaisir, parce que tu dis que beaucoup parlent d'investissement immeuble, de rentabilité, etc. Mais les impôts, sur tout ça, on n'en parle pas. Bah écoute, tu tombes exactement sur le bon compte, parce que le live a commencé depuis 11 minutes, donc j'ai déjà parlé des impôts. Non,
pas sur l'imposition des loyers, mais sur les déclarations nécessaires. Et moi, je suis un pro transparence et je suis un pro tout faire dans les règles et donner à mes internautes et aux clients tous les conseils sur la fiscalité. Parce que oui, l'imposition immobilière des loyers, elle est fortement fiscalisée, ou en tout cas, elle le sera à un moment. Qu'on fasse de l'allocation nue, du LMNP, de la SCI à l'IS, où on ne paye pas d'impôts, mais on paye tout à la revente. César fait un tour sur mon compte TikTok, tu verras que non, bien au contraire, moi j'en parle. J'en parle et j'en paye. Bonjour, j'ai des locations SCI à l'IS pour investir à nouveau. Comment faire pour que les banques prennent. Alors Alex, si tu as une SCI à l'IS, tu fais normalement des prêts professionnels et donc tu n'es pas du tout concerné par la notion d'endettement. Ou alors je serais curieux de savoir quelle est la banque qui te parle de notion d'endettement personnel, je dis bien, pour une SCI à l'IS. Pense bien aussi à vérifier si tu as une SCI à l'IS, Alex, parce que mon comptable avait oublié de le faire après 3 ans de création de ma SCI, de déclarer, de payer ta CRL, contribution sur les revenus locatifs. Malheureusement, il y a plein de comptables qui oublient. C'est ce que m'a dit mon comptable. J'ai oublié de vous en parler, monsieur Magalès. Bon, la réponse ne m'a pas plu, mais c'est comme ça. Donc, n'oublie pas de vérifier en SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, si tu es bien à jour de tes déclarations et de tes paiements de la CRL, contribution sur les revenus locatifs. Ali Wiman qui dit j'ai créé ma SCI LIS pour ne pas payer d'impôts. Alors je rebondis sur la SCRL, c'est faux. En SCI LIS, tu ne peux pas dire que tu ne vas pas payer d'impôts parce que sauf des cas d'exonération très rares, la CRL elle est due sur tous les loyers, bien que ta SCI soit déficitaire. Je peux vous reparler de ma SCI à l'IS. Hein, j'en avais fait un TikTok il y a quelques temps. J'ai mon bilan 18 avril 2023. Ma SCI à l'IS, elle a été au titre de 2023. Tac, 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 tac. En déficit de 33 812 euros, je le dis en toute transparence, j'ai rien à cacher. Et pourtant, j'ai payé une CRL sur 2,5% de mes loyers. Donc j'ai encaissé 40 000 euros de loyer sur cette SCI-là, et donc j'ai payé. Aluminium à zéro négatif, c'est pareil. Même si tu peux être en négatif, j'avais 34 000 euros de négatif sur mon bilan, 33 812, et j'ai quand même payé 2,5% de loyer d'impôt sur mes loyers. On a Charlie qui travaille dans la banque, qui nous dit qu'il hésite sur un achat locatif bien placé, propre, mais un peu cher et rendement 5%, qu'en penses-tu? Alors je ne vais pas, Charlie, juger le rendement de 5%, parce qu'il y a des donneurs de leçons qui te diraient que c'est pas assez, mais je ne sais pas dans quelle région tu es. Et dans certaines régions, les prix de l'immobilier sont très chers, et donc il est difficile d'avoir une rentabilité meilleure que ça. Donc je ne vais pas te conseiller là-dessus. Je vais rebondir sur quelque chose que tu me dis, c'est que l'appartement il est propre et donc en bon état. Et ça pour moi, sauf à l'exploiter en LMNP, c'est pas une bonne idée fiscale. Il vaut mieux acheter des biens en mauvais état parce que la notion de travaux va t'apporter du déficit foncier ou va t'apporter des charges si tu es en société ou même en nom propre. En LMNP, ça va malgré tout t'apporter des charges également. Donc c'est pas le rendement qui me fait tiquer, c'est plutôt le fait que par facilité, tu me dises qu'il est en bon état. Or, pour du locatif, c'est tout l'inverse qu'il faut dans l'idéal. Alors j'ai loupé quelques questions, c'est cool, ça se lance un petit peu. Salut, petite question s'il te plaît, est-ce que les loyers sont déduits dans l'achat d'une maison en location? Alors non, de façon classique, absolument pas. Younes, salut, ça va? Je vais réaliser une visite samedi d'un appartement en copropriété. Que faut-il regarder? Alors, à l'intérieur de l'appartement, toutes les choses classiques et de bon sens. Par contre, moi, je demanderais à avoir avant la visite, samedi, il y a le temps, si l'agent ne les a pas déjà mis à disposition sur son site internet, en document téléchargeable, etc., je demanderais à avoir les 3 derniers procès-verbaux d'Assemblée Générale et je demanderais à avoir, quitte à ce qu'ils soient anonymés, moi je les anonyme avant de les envoyer à mes clients, je cache les noms des propriétaires bien évidemment, mais j'envoie toujours des décomptes de charges et je les mets à disposition dès mon site internet. Donc 3 derniers PV d'AG, UDES, et dernier décompte de charges annuelles. J'ai bien dit décompte de charges annuelles, j'ai pas dit appel de fonds, décompte de charges annuelles. Donc en l'occurrence, ce sera le décompte 2021 ou 2022. Alors, user qui dit
Ali Wiman qui dit oui, c'est exactement ça. Donc tu vas payer environ 1000 euros sur 40 000 euros de loyer, 2,5%. Je te laisse faire le calcul, mais tu dois être tout à fait dans le vrai. Et c'est tout comme impôt. Oui, Ali Wiman, c'est tout comme impôt. Attention, t'es cadet comme moi. Attention, la SCI à l'IS, ça peut sembler magique. 40 000 euros de loyer, seulement 1000 euros d'impôt. Ça peut sembler magique. Mais je sais que le jour où je devrais me séparer de mon bien, mon parc immobilier et le revendre en SCI à l'IS, je vais me pencher, me tourner, me pencher en arrière et dire au fisc d'y aller bien fort parce que c'est ce qui se passera. Donc attention, croyez pas que la SCI à l'IS elle est magique. Moi j'en ai fait une, mais pour des raisons bien précises, parce que j'investis dans des locaux commerciaux, parce qu'ils sont liés à mon activité, etc. Mais pour les biens immobiliers classiques que j'achète, je préfère les acheter en nom propre. Johan, tu as un locataire qui te doit 1500 euros de loyer impayé, mince. À l'huissier, tu continues à payer ou non? À payer quoi? À payer les frais d'huissier? Bah, l'idéal, ça serait de le faire partir, hein. Moi, j'ai de la chance de ne jamais avoir eu d'impayé. Si un jour j'en ai, je ne vais pas me focaliser sur le fait de récupérer les impayés, je vais me focaliser sur trouver une solution pour le faire partir. Alors, on a King Kong. Hello King Kong. Mettez des petits likes, les loulous, on est un peu moins nombreux sur le live pour que ça se relance. Qui nous dit qu'il a un particulier, j'ai deux maisons à mon nom et je voudrais racheter un troisième bien. Que faire? Alors, quelle est ta question? Je vais faire une offre studio, quelles sont les choses à vérifier pour ne pas avoir de mauvaises surprises? Yas, bah, si c'est un studio, ça veut dire que c'est dans un bien en copropriété, sinon tu m'aurais parlé d'une maison. Donc même conseil que tout à l'heure, obtenir les 3 derniers PV d'AG, dernier décompte de charges, avoir des informations sur la copro, est-ce qu'il y a des procédures en cours, à combien s'élève le montant des impayés dans la copro, que tu vas relativiser par rapport à la taille. Ça, c'est des informations que vous devez avoir au plus tard au moment du compromis, mais qu'il est mieux d'avoir avant, dans un document qui s'appelle le pré-état daté. Ali Woodman, oui, mais sur le long terme, c'est des bénéfiques car je compte les garder jusqu'à ma vieillesse. Pas forcément Ali Woodman, il faudrait tout calculer. Imagine, tu gardes 20 ans ou 30 ans, ce qui est long, et à un moment tu revends pour X raisons, parce qu'à un moment dans la vie on revend toujours ce qu'on a acheté, et ben la plus-value elle sera très 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 importante parce que comptablement ton bien ne vaudra quasiment plus rien. Donc tu vas payer une grosse somme d'impôts à la fin. Alors qu'à l'inverse, en détention en nom propre, tu aurais payé des impôts tous les ans. Et moi, je paye des impôts tous les ans sur mes loyers classiques. Par contre, à la fin, au bout de 30 ans, tu aurais été exonéré d'imposition sur les plus-values immobilières. Donc non, Ali Wiman, encore une fois, c'est pas aussi simple que ça. J'aimerais te dire que c'est magique la SCI, mais c'est pas le cas. Ah, on a Ilti75 qui dit salut, cool Ilti. On se connaît pas personnellement, mais tu es tout le temps sur mes lives, donc ça fait plaisir de te voir. Quel document Yako nous demande-t-il pour je dois fournir mon locataire pour louer mon bien? C'est toi le bailleur, Yako? Tu es le propriétaire et tu veux louer un bien à un locataire? Si oui, bah, tu dois lui faire un bail. Il existe plusieurs types de bail, hein. Loi du 6 juillet 89 si c'est la location nue, bail meublé, etc. Et tu dois lui fournir une longue liste d'annexes, de diagnostics, d'annexes, de décrets, etc. Ah, on a user qui nous repose une question, je l'ai vu tout à l'heure, j'y ai pas répondu. Au-delà de 15 000 euros, comment se passe le régime réel? Quel abattement? Bah, plus aucun abattement, c'est bien pour ça que ça s'appelle un régime réel. C'est au-delà de 15 000 euros, tu as raison, en location nue, mais aussi sur option. Tu peux être à moins de 15 000 euros de loyer et souhaiter opter pour le régime réel avec une irrévocabilité pendant 3 ans. Je ne vais pas tout détailler ici, ça risque d'être un peu long pour certains, mais je te dis que sur mon site internet, tu peux télécharger 100% gratuitement ce e-book Comment déclarer vos revenus fonciers, édition 2023. Sur le site visitenco.fr, c'est 100% gratuit. Il n'y a même pas besoin de mettre tes coordonnées, hein. Il n'y a pas de hameçonnage ou quoi que ce soit. Tu cliques télécharger, basta, ça s'ouvre et ça va t'expliquer ce qui est déductible, les 3 catégories de travaux, les frais de copro, la PNO, les assurances, etc. Johan, le locataire est déjà parti, mais il me doit 1500 euros. Tu payerais des frais d'huissier? Bah, moi, je ne le ferai pas. Mais attention, je ne suis pas dans cette situation. Je ne sais pas ce que représente pour toi cette somme-là. Je ne sais pas quel est ton espoir de les revoir. Mais non, personnellement, je ne me battrai pas. Je me serais battu pour le faire partir. Et voilà. Aliman, d'accord, tu dis 30 ans en exonéré en nom propre. Ah oui, c'est tout à fait. Ah, aujourd'hui, la fiscalité, ça fait quelques années que c'est comme ça. Quand j'ai commencé l'immobilier, c'était seulement 15 ans. Maintenant, c'est 30 ans. Mais au bout de 30 ans, quel que soit le montant de la plus-value, quel que soit le type de bien, tu es 100% exonéré à la revente. Au bout de 30 ans. 22 ans pour l'impôt, 30 ans pour les prélèvements sociaux.
Yaco, tu es le bailleur. Bah alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu dois évidemment fournir un bail. Et attention, ne trouve pas un modèle de 3 pages sur Internet. Un bail aujourd'hui bien fait qui te protège et qui est conforme à la législation, c'est au moins une vingtaine de pages, le bail en lui-même. Et tu dois fournir les diagnostics, pas tous, mais une bonne partie. Tu dois fournir le DPE, le diagnostic électrique. Tu dois tenir à disposition le diagnostic amiante. Tu dois fournir le règlement de copro si tu es en copro, ton locataire. Tu dois fournir la notice loi Allure 2015, c'est obligatoire. Fournir les décrets 87 712, 87 713. Tu dois fournir un géoris, tu dois fournir un PEB, un plan d'exposition en bruit, etc. Et là, vous allez vous dire, c'est faux, c'est un malade, c'est parce que c'est un professionnel. Non, la législation, elle vaut aussi bien pour un bail réalisé par un professionnel que par un particulier. Hein. Vous ne mettez pas le DPE dans votre bail, il est non conforme. Vous ne mettez pas un document géoris dans votre bail, il est non conforme. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, on a Mathilde qui nous dit bonjour, j'ai repéré une maison divisée en 2 appartes, mais seulement 2 compteurs électriques. Bah écoute Mathilde, j'y vois pas de problème. Si tu me dis qu'il y a 2 appartements et qu'il y a 2 compteurs électriques, le problème, ça pourrait être qu'il y a en plus des parties communes, une cage d'escalier, qui là devrait effectivement nécessiter un troisième compteur. Ça peut être ça ton explication, je te laisse peut-être King Kong qui nous demande à combien revient un DPE. Alors ça dépend de la taille du logement, ça dépend de la superficie. On en a à partir de 80 euros et ça peut aller jusqu'à 200 euros grand maximum. Je répète toujours que tous les frais engendrés dans le but de l'immobilier hors RP ont toujours un intérêt fiscal. Si vous faites de la location nue, les frais de diagnostic et notamment de DPE sont déductibles des revenus fonciers. Si vous revendez un bien immobilier, ils seront déductibles de l'imposition de la plus-value immobilière, etc., etc. Donc oui Mathilde, effectivement, tu as raison Mathilde, tu suis souvent mes lives, je reconnais ton nom et ta petite photo. Il y a une cage d'escalier avec seulement une ampoule, donc dans le meilleur des mondes, il aurait fallu qu'il y ait 3 compteurs électriques. Effectivement, et non pas seulement 2. Parce que là, ça veut dire, Mathilde, que l'ampoule qu'il y a dans les parties communes est piquée, discrètement ou pas, sur un des 2 tableaux électriques, et en soi, c'est pas légal. En soi, c'est pas légal et c'est potentiellement une source à ennui. Donc moi, j'ai déjà acheté ce type de bien mais je ne vais pas te conseiller de le faire parce qu'il y a un risque qui est existant. On a un marchand de biens immobiliers qui dit salut, comment tu vas? Écoute, je vais super bien, j'espère que c'est la même chose pour toi. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions immobilières. Je vois que certains ont partagé la vidéo live. Ali Wiman a partagé la vidéo live. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire peut-être que tu le partages à tes potes. Si oui, c'est cool pour qu'il y ait plus de gens qui nous rejoignent. Johan qui nous demande si tu négocies beaucoup si la toiture est en amiante. Écoute, non, j'ai déjà acheté ce type de bien. Il faut toujours, messieurs, dames, éventuels acheteurs immobiliers, être réaliste sur la négociation. Vouloir négocier un bien immobilier, ça ne veut rien dire. Je vous explique dans mon métier. Je suis amené à estimer des biens immobiliers pour le compte de mes clients. Et quand je le fais, eh ben, je tiens compte des qualités et des défauts du bien. Je m'explique. Si la maison est en parfait état avec une toiture neuve en ardoise, je vais partir du principe qu'elle vaut par exemple 300 000 euros si elle a tel et tel critère. La même maison avec une toiture en amiante et un état moyen à l'intérieur, je vais l'estimer à 250 000. Et donc quand je vais la mettre en vente sur le marché, on ne va pas la négocier à cause de cette toiture en amiante, etc. Parce que tous ces éléments-là, ils sont censés avoir déjà été pris en considération par le professionnel qui a donné l'évaluation, que ce soit un agent immobilier, un notaire, etc. Donc arrêtons de penser que tout se négocie. Souvent, les choses qui se négocient, c'est parce que le prix affiché n'était pas le bon à la base. Là, je vais avoir parmi vous, on est 60, des personnes qui vont me dire « Waouh, moi j'ai réussi à négocier 50 000 euros un bien immobilier ». Ouais, mais par expérience, c'est souvent parce qu'il est affiché 50 000 euros de trop. Les bonnes affaires dans l'immobilier vraiment achetées en dessous de la valeur du marché, c'est très rare. Il faut m'expliquer comment on fait. Et ça peut même être d'ailleurs dans une certaine mesure, hein, si vous achetez un bien immobilier trop peu cher, pour ceux qui s'intéressent au droit, il y a une action en récision possible du vendeur dans les 2 ans qui suivent la vente. Donc attention d'acheter un bien immobilier à quelqu'un qui est absolument inconscient de sa valeur et de l'acheter 3 fois moins cher que ce que ça vaut. Il y a une action en justice possible du vendeur. On a DR Snake qui nous dit salut, impressionnant ton crâne, bonne journée. Bah écoute, et je me suis rasé moi-même aujourd'hui, enfin je me suis taillé. Écoute, je prends bien la blague, il n'y a pas de problème. On a Sankara qui nous parle de la location courte durée avec CA de plus de 40 000 euros par an.
C'est quoi la question? C'est quoi le dernier décompte annuel? Younes, écoute, les copropriétés, les syndics réunissent les copropriétaires en assemblée une fois par an. Ils votent un quitus notamment sur la comptabilité de l'année précédente et de là sort un décompte de charges définitif des sommes dépensées dans la copro. À ne pas confondre avec des appels de fonds qui ne sont que des sommes théoriques. C'est pour ça que moi je préfère me fier au décompte de charges. Ah, Soltana, alors si tu me demandes ça, c'est parce que tu dois parler de location meublée. Parce que si tu fais de la location nue, Soltana, comme moi, je suis un fervent amoureux de la location nue, peu importe le fait que j'ai ou pas beaucoup d'appartements et beaucoup de loyers, je ne suis pas concerné par les cotisations URSSAF. Tu dois sûrement faire de la location meublée si tu me parles de ça. King Kong, quel est mon site pour que j'aille faire un tour dessus? Bah écoute, j'ai un site d'immobilier qui s'appelle visitandco.fr. Il a deux utilités. Acheter un bien si on est normand. Par contre, si tu n'es pas normand, il va te servir à rien de ce côté-là. Par contre, il y a un beau blog, il y a une belle rubrique conseils dans lequel j'ai peut-être une trentaine d'articles textuels, j'ai une cinquantaine de vidéos, etc. Donc visite-andco.fr. Visitandco.fr. Ah, Douglas, tiens, point important. Douglas, tu nous dis, j'ai pas retrouvé ta vidéo suite à mon commentaire sur les impôts qui font une erreur sur T4 et T3. Quand tu as fait ta déclaration Douglas sur le site immobilier, enfin déclaré impôt.gouv, rubrique déclarer mes biens immobiliers, tu as vu la nature du bien et tu as vu du coup T4 ou 3. Et par contre, à côté, tu avais une petite astérix, un petit point d'interrogation qui t'explique que les impôts ne calculent pas de la même façon que toi. Donc il y a des chances qu'il n'y ait pas d'erreur en fait. C'est juste que toi, tu parles en type, type 2, type 3, type 4, parce que tu as trois chambres dont tu dis que c'est un T4, sauf que les impôts vont te compter une pièce de plus parce qu'ils considèrent la cuisine comme une pièce par exemple. Et ça t'est expliqué dans le petit astérix. Reconnecte-toi au site des impôts et tu vas voir. Alors lui il a prouvé qu'il nous dit c'est possible de racheter ma RP via ma SCI, c'est tout à fait possible, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre l'intérêt. Moi je pense que dans 99% des cas c'est idiot. Je questionne à chaque fois que j'ai le temps de discuter avec des notaires et autres. J'ai fait l'inauguration d'une de mes agences immobilières il y a quelques jours. J'ai eu 5 ou 6 notaires qui sont venus et à chaque fois j'ai discuté, j'ai voulu, parce qu'on n'est pas le plus intelligent d'une crèmerie, hein, aussi avoir l'avis, parce que c'est une question qu'on me pose très souvent dans mes lives, et les notaires m'ont expliqué que oui, pour des raisons notamment parfois successorales, dans certaines compositions de famille un peu compliquées, il peut y avoir un intérêt, mais sur le point fiscal, pour monsieur, madame, tout le monde, bah non. Alors on a Soltana qui nous dit oui, c'est des locations meublées, donc du coup tu veux éviter de passer LMP au lieu de LMNP. Bah, deux solutions à ça, hein. Augmenter tes revenus d'activité, parce que si tu as des revenus d'activité supérieurs à tes revenus issus de la location meublée, tu ne passeras pas LMP. Ça c'est la solution 1. Et si tu ne peux pas augmenter tes revenus d'activité, et bah, c'est peut-être de passer sur une SCI pour le reste du patrimoine immobilier. Parce que là, dans une SCI à l'IS, tu as le droit de faire du meublé euh, et, euh, et tu ne seras pas concerné par ça. Par contre, attention, dans une SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, il est strictement interdit de faire du meublé. Il y a une petite tolérance pour 10% du chiffre d'affaires maximum. Lui a prouvé qu'il dit ma SCI a du cash, le sortir et partir vivre à l'étranger. Bah écoute, why not? Alors pour sortir du cash d'une SCI, bah, ça va coûter cher hein, parce que ça va passer soit par les dividendes avec la flat tax ou soit par des cotisations de dirigeants. Donc sortir du cash d'une SCI, oui, évidemment, mais ça ne se fait pas gratuitement. User, est-ce qu'on peut changer sa résidence principale en locatif? Oui, bien évidemment. La seule contrainte à ça, c'est un prêt à taux zéro qui traîne, une aide de ta communauté de communes, de ta ville pour un achat dans le neuf où des fois il y a des dates à respecter avant de switcher, etc. Donc pour monsieur et madame tout le monde, oui, on a tout à fait le droit. Là, moi par exemple, je suis dans ma résidence principale, une maison que j'ai achetée. Demain, je veux faire du locatif dedans. J'ai absolument aucune contrainte parce que j'ai pas de PTZ, parce que j'ai pas eu d'aide particulière lors de l'achat. On a location courte durée avec 40 000 euros par an avec beaucoup de travaux à déduire. SCI ou non propre en LMP. Merci de ton avis. Euh, Alors,
il y a l'avantage et les inconvénients. En SCI à l'IS, tu vas clairement très facilement éviter l'impôt et si tu veux pas sortir de l'argent de cette SCI-là, bah, tu vas être tranquille, pas de souci. Par contre, il ne faut pas avoir besoin de revendre parce que là, tu seras soumis à la plus-value des professionnels. Alors que le LMP a certains inconvénients, notamment la cotisation, mais ça reste un bien détenu en nom propre. Alors Wagner, écoute, je ne vais pas répondre à cette question-là. Je vois trop souvent sur les réseaux sociaux, je veux acheter 2 studios, j'ai envie de montrer 4 holdings, une SCI une SARL de famille et ci et ça. Alors je pense que les gens qui devraient se poser des problématiques de holding devraient le faire une fois qu'il y a un beau patrimoine de constitué. Tu vois, moi le premier, hein, j'ai acheté plus de 30 biens immobiliers dans ma vie et j'ai toujours pas de holding. J'ai failli en faire une en 2021. J'ai rencontré un avocat fiscaliste. J'y ai vu plus d'inconvénients que d'avantages, bien que j'avais une SARL, que j'ai toujours d'ailleurs, qui était bien bénéficiaire cette année-là, une SCI à l'IS en déficit, donc le profil parfait pour créer une holding, mais j'y ai vu plus d'inconvénients que d'avantages, donc je ne l'ai pas fait. Donc bon, calmons-nous sur les holdings et ainsi de suite, quand on n'a pas encore acheté son premier bien immobilier. Il faut tout relativiser, hein. Et quelqu'un qui a 20, 30, 40 biens immobiliers, qui est donc éligible à la question des holdings, etc., bah, il n'aura pas besoin de mes conseils sur TikTok pour être conseillé. Wagner, c'était quoi les inconvénients? Bah, le fait qu'il faut rappeler que comme toute société que l'on crée, il y a des frais de constitution, des frais annuels, des frais de radiation. Frais de constitution, bah, tu mets 1500 ou 2000 balles pour créer une holding. Ensuite, elle a besoin d'un bilan comptable annuel, c'est 1000 balles minimum. Elle a besoin d'un compte bancaire professionnel, c'est 20-30 euros par mois minimum. Si tu viens déménager le siège social parce que tu vends une de tes sociétés ou tu changes d'adresse personnelle, ça sera 1500 ou 2000 balles de frais. Et ça coûte plus cher à fermer qu'à ouvrir. Ça, c'est vraiment le truc de base. J'ai pas envie de vous amener sur le sujet des holdings sur ce live-là, c'est pas du tout le but. On est sur TikTok, j'ai envie de faire un live grand public dédié à l'immobilier, plutôt aux débutants. Si les gars vous intéressez à la nécessité de création de holding, soit vous n'avez pas encore commencé dans l'immobilier, dans ces cas-là vous prenez le cheval du mauvais côté, je vous assure, soit vous avez déjà commencé dans l'immobilier, dans ces cas-là, bah, allez voir un vrai professionnel, allez voir un notaire, un avocat fiscaliste ou un comptable. User qui nous pose une question qui va un peu avec, est-ce qu'il vaut mieux acheter en nom propre ou en SCI? La SCI peut avoir certains intérêts, j'en ai deux. Néanmoins, pour moi, elle arrive plus tard dans le parcours de l'investisseur. Donc, est-ce qu'il vaut mieux au début acheter en nom propre ou en SCI? Au début, en mon sens, en nom propre 10 fois. Pour des raisons de facilité, pour des raisons de financement, et ainsi de suite. Par contre, au bout d'un moment, la SCI devient quasiment indispensable dans le parcours de vie d'un investisseur, notamment pour des raisons d'endettement. Mathilde, que faire si la couverture du toit contient de l'amiante et probablement à refaire d'ici quelques années? Bah écoute, ça dépend des régions. Dans ma région, par exemple en Normandie, on a encore des déchetteries qui collectent gratuitement de l'amiante, donc c'est pas si dramatique que ça. Le coût de dépose peut être plus important. Moi, une toiture amiantée, tant qu'elle est en bon état, j'y toucherai pas. J'attendrai le dernier moment. Doit-on être en LMNP si je compte louer en saisonnier un immeuble de 3 biens à Dieppe? Ah bah oui, évidemment, pour faire du meublé, tu ne peux pas le faire en location nue, en déclaration de revenus fonciers. C'est forcément de la SCI à l'IS ou forcément un statut de LMNP ou LMP. Et rappelez-vous, pour tous ceux qui font du meublé, même si vous êtes en micro, même si vous n'avez qu'un seul appartement, l'obligation de vous déclarer dans les 15 jours qui suivent votre activité pour obtenir un numéro de SIRET. Ça, c'est grâce à ce formulaire-là, je me répète, dans les 15 jours qui suivent le début de l'activité. Et ça va donner droit aux créations d'un impôt qui n'existe pas en location nue. C'est pour ça que j'aime pas trop la location meublée, moi d'ailleurs. La CFE, cotisation foncière des entreprises, quand on fait du meublé. Donc toi, Asmina, tu y seras soumise. Cotisation foncière des entreprises. Peter qui me demande, j'ai dit que je préfère la location nue, pourquoi? Alors je vais vous donner qu'un avis, moi j'aime tout ce qui est très peu chronophage. J'ai un emploi, un job qui est prenant, j'ai une vie de famille que j'aime et je ne veux pas passer des heures à gérer la création pour moi de mon patrimoine immobilier que je ne fais pas pour maintenant mais je fais pour plus tard. Et donc la location nue elle est idéale parce que j'ai eu au maximum 33 ou 34 logements en même temps, j'en ai maintenant environ 25 et malgré tout ça, ça me prend les mois normaux
1 à 2 heures grand maximum à gérer. Et les mois où j'ai des sorties, des préavis, des annonces à gérer, peut-être 4 ou 5 heures dans le mois. Mais en tout cas, c'est très peu. Ça, c'est vrai avec la location nue. Ça serait impossible avec un parc de 30 logements en meublé ou encore moins en saisonnier. À l'inverse de ça, on dit que la location nue est moins intéressante à cause de sa fiscalité. Il y a une parade qui existe, si on achète fréquemment et qu'on fait tous les ans des travaux, c'est le déficit foncier. Et dans ces cas-là, je trouve, si on fait la location nue avec d'importants travaux, je trouve que c'est une stratégie meilleure que celle de la location meublée. Erim qui nous demande la différence en termes de fiscalité entre la location de biens neufs et de biens plus anciens. Écoute, il n'y en a pas, Émir. Si tu détiens un bien en nom propre, tu fais de la location nue, par exemple, la location classique, qu'il soit neuf ou ancien, aucune différence sur la fiscalité. Tu fais du meublé dans un logement neuf ou dans un bien ancien, tu vas toujours avoir une notion d'amortissement, etc. La seule différence, et là on rentre dans vraiment quelque chose de très technique, destiné aux agents enfin aux investisseurs immobiliers chevronnés, c'est si tu fais une SCI à l'IS, les logements de moins de 15 ans ne sont pas assujettis à la CRL, à la fameuse contribution des revenus locatifs. Donc il n'y a que en SCI à l'IS qu'il va y avoir une différence de fiscalité entre la location de biens neufs et la location de biens plus anciens. Peter, qui dit merci de ta réponse, tu gères. Bah, écoute, avec grand plaisir. Je ne sais plus à quoi j'ai répondu te concernant, mais en tout cas, c'est cool. Alors Wadner, oui, on peut, effectivement, mais il y a des solutions à ça. Continuer à racheter ou revendre des biens immobiliers. C'est ce que je fais. J'ai commencé le déficit foncier pour la première fois en 2015. On est en 2023, donc on est en 2022 pour les impôts, parce que 2023, ce sera l'année prochaine. Et sur cette année de déclaration fiscale, j'ai réussi à être 6 fois en déficit foncier. Donc c'est une stratégie qui a plutôt bien fonctionné pour moi. Et j'ai revendu en septembre 2021 le tout premier immeuble acheté en 2015 pour des raisons fiscales. Je l'ai revendu, j'ai bénéficié du forfait travaux de 15% parce que j'avais détenu le bien au moins 5 ans et je l'ai vendu avec une belle plus-value qui en plus était non imposée. Je pourrais vous dire pourquoi, mais bref. Eh ben Wagner, non, pas du tout. En location nue, il n'y a pas de notion d'amortissement Wagner, donc il y a un impôt qui peut aller jusqu'à 36,2%, mais 36,2% du gain et uniquement du gain. Donc déjà, s'il n'y a pas de gain, il n'y a pas d'impôt. S'il y a 50 000 euros de gain, il y a 36% d'impôt, mais il y a toujours 35 000 euros de gain, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la différence d'une SCI à l'IS, où l'impôt ne se fait pas sur le gain, mais sur la différence entre la vente et la valeur nette comptable. Mathilde, non, ça n'existe pas, ça. J'aimerais te dire autre chose, mais non, ça n'existe pas. À toi, comme une grande, de faire des devis avant de signer le compromis et d'adapter le montant de ton offre en fonction de ça. Quel est le plafond des revenus issus de la LMNP? C'est 23 000 euros de mémoire. Je te parle de mémoire, je n'ai pas mes livres sous les yeux. Et c'est aussi lié aux autres revenus de ton foyer fiscal. Cocoline Martoni, comment éviter la plus-value à la revente sur du locatif? Écoute, il n'y a aucun moyen miracle, hein. Je ne vais pas je vais pas te conseiller des trucs illégaux ou des trucs qui sont censés fonctionner. Il n'y a aucun moyen miracle. Il y a des cas d'exonération, la détention depuis plus de 22 ou 30 ans. Donc si tu es patient, que tu gardes ton bien longtemps, c'est une option. L'option de majorer le prix d'achat grâce à des forfaits travaux ou à des travaux que tu as réalisés, c'est encadré, mais ça c'est possible. Euh, le fait de vendre des biens immobiliers peu chers, parce qu'en dessous de 15 000 euros par fraction d'immeuble vendu par personne, donc 30 000 euros si tu as un couple ou 150 000 euros si vous êtes 10 enfants en indivision. Donc il y a plusieurs cas d'exonération, mais à la base, quand il faut payer, il faut payer. Asmina qui nous dit quand dans ton appartement en location nue, tu poses une cuisine, déduis-tu l'achat de cette cuisine? Alors tu le déduis l'année suivante de ta déclaration de revenus fonciers, oui, parce que ça va être des travaux assimilables à des travaux d'amélioration. Donc c'est la catégorie 2 sur 3 des travaux dans le cadre de la fiscalité. Les deux premières travaux d'entretien et de réparation sont déductibles des revenus fonciers. Les travaux d'amélioration le sont également. Les travaux de construction d'agrandissement, troisième catégorie, sont absolument non déductibles des revenus fonciers. Mais donc une cuisine, oui, c'est bon.
Ok, mais imaginons qu'on découvre l'amiante avec les travaux et après les devis, le coût sera plus élevé. Oui, mais c'est tant pis, Mathilde, c'est malheureusement comme ça. Le diagnostic est censé te mentionner la présence ou l'absence d'amiante. Néanmoins, les diagnostiqueurs ont une mission de contrôle visuel et non pas une mission destructive. Donc en effet, l'amiante qui est censée se voir, elle doit être marquée dans ton diagnostic. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Par contre, si tu découvres de l'amiante après coup en réalisant les travaux, non visibles du diagnostiqueur, et si le vendeur n'était pas de mauvaise foi, c'est comme ça, c'est tant pis. Warner qui nous dit le gouvernement a raison, c'est un labyrinthe fiscal, c'est tout à fait vrai. D'un côté, ça m'énerve, et d'un côté, j'adore ça parce que j'adore me creuser la tête et j'adore la fiscalité un peu compliquée. Asmina qui me remercie, cool, ça fait plaisir. Salut Asmina. Dano, oui, tu peux. Je suis passé de LMNP au LMP. Est-ce que je peux mettre les biens en capital dans une SCI? Oui, tu peux les apporter, tu peux faire un apport de titre. Alors attention par contre, hein, parce que à qui appartiennent les parts de la SCI et à qui appartiennent les biens en question. Si les biens appartiennent exactement aux mêmes personnes que les parts de la SCI, ben, il n'y aura pas de difficulté dans la valorisation, etc. Mais si Dado, tu as un bien qui t'appartient que à toi et tu as des SCI avec ton frère, ta mère, une amie, une sœur, bah forcément ça va poser problème au moment de l'apport, parce que l'autre personne va devoir compenser. Là, sur une question technique comme ça, je te conseillerais d'aller voir un bon, parce qu'ils ne le sont pas tous malheureusement, un bon expert comptable qui a une vraie tendance immobilière. Là, c'est pas un avocat qui va pouvoir te conseiller là-dessus, il pourra te conseiller sur le montage, sur les tenants et les aboutissants, un notaire pareil, notamment sur la succession, mais sur l'aspect vraiment fiscalité, valeur des titres, j'irai voir un expert comptable. Peters, oui, non, je l'ai fait qu'une seule fois. J'ai vendu un de mes immeubles de rapport parce que j'avais l'opportunité d'être en toute légalité exonéré d'impôt à la plus-value immobilière, ça c'était en 2021, et parce que je voulais acheter une résidence principale, à un moment où les prix de l'immobilier étaient tellement élevés que ma capacité d'emprunt ne me permettait pas d'acheter la maison qui me faisait rêver, alors qu'en rajoutant l'apport de la vente de l'immeuble que j'ai vendu en 2021, j'ai pu acheter cette belle maison dans laquelle je suis en mars 2022. Dano, donc je ne suis pas obligé de vendre les appartements à la SCI, non, tu ne serais pas obligé de les vendre, tu pourrais aussi les apporter dans le capital social. Si je dépasse les 23 000 euros à l'année en LMNP, comment est calculé ce que je dois payer en impôt? Alors, si tu dépasses les 23 000 euros, si tu rentres dans les doubles conditions pour être LMP, on ne parlera plus d'impôt mais de cotisation. On va arriver dans un régime qui est vraiment différent. Tu peux acheter, alors moi j'achète toujours avant de faire ma déclaration d'impôt, tu peux acheter ce petit bouquin-là, qui doit encore être en kiosque, qui vaut 7,50 € et qui a un beau paragraphe sur la location nue, que j'adore, sur la location meublée en LMNP et sur la location meublée en LMP. Donc je te le conseille, ce petit bouquin-là. Et d'ailleurs, si tu fais de la location meublée et que tu es au réel, n'oublie pas que tout ce type d'achats sont déductibles, ça se passe en charge. Donc tu prends un ticket et tu le fournis à ton comptable. Si tu fais la location nue, par contre, c'est mort. Ça ne se déduit pas. Est-ce qu'une construction en couple en SCI familiale joue sur sa capacité d'emprunt? En SCI LIR, oui, clairement. La SCI LIR, elle est transparente aussi bien pour le centre des impôts pour la fiscalité que pour une banque. C'est une société qui n'emporte que le nom. Par contre, une SCI LIS, à l'impôt sur les sociétés, elle est bien censée se distinguer de ton endettement personnel. Yodok qui dit merci beaucoup, je ne sais plus à quoi j'ai répondu pour toi, mais écoute avec plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits likes, on n'est plus que 50 sur le live. C'est pas beaucoup, c'est bien qu'on ait un peu plus parce qu'il y a un peu plus de questions qui fusent. Donc mettez des petits likes, je crois qu'il faut double tapoter l'écran. Et puis bah, reposez-moi des questions, s'il y en a que j'ai pas loupé entre deux. Ah merci, je les vois passer, ça fait plaisir. On a Steven qui dit bonjour qui vient d'arriver. Salut Steven, on est sur un live immobilier. On parle investissement locatif, on parle société civile immobilière, on parle statut de location meublée, etc. On a encore par contre très peu parlé des trucs tout simples. Que vérifier dans un compromis de vente? Qu'est-ce qui se passe si j'achète un bien immobilier sans être marié, sans être pacsé? Il y a plein de questions aussi très intéressantes sur les servitudes. Euh, je sais pas, sur la prescription acquisitive trentenaire, sur le fait que si vous entretenez pendant 30 ans le terrain de votre voisin, il peut devenir le vôtre, etc. Enfin, on parle très souvent des mêmes choses sur ces lives, mais pourtant il y a des choses très intéressantes à faire et à dire sur l'immobilier, notamment sur le droit de la famille avec
les donations, les successions, la protection du conjoint. Alors, je suis un particulier et je loue un local à une entreprise. Comment échapper à une imposition? Ah bah alors là, en location nue, c'est clair et net que la fiscalité, elle est très importante en déclaration de revenus fonciers, notamment parce que dans un local professionnel, les travaux ne sont pas déductibles, sauf les travaux de désamiantage et d'accessibilité. Donc c'est pour ça que moi, pour mes locaux professionnels uniquement, j'ai créé une SCI à l'IS, parce que j'ai d'autres inconvénients, mais par contre, j'évite facilement la fiscalité sur la location de mes locaux commerciaux. Sophie Paillet, s'il y a moyen d'avoir une réponse par écrit, compliqué à comprendre tout ça, bah écoute, je ne sais plus c'était quoi ta question à toi, Sophie. Ah oui, sur les SCI, etc. Alors tu peux trouver tout un tas de contenu sur mon site internet, visitenco.fr. Ça, c'est du contenu vraiment gratuit. Et après, Sophie, si tu veux vraiment aller plus loin et avoir 30 minutes de conseils personnalisés avec moi, c'est payant, mais tu peux. Sur ma bio sur TikTok, tu peux réserver un créneau. Et le dernier que j'ai fait, c'était avec une Sophie. C'est drôle. C'était la semaine dernière. Donc tu peux réserver un créneau de 30 minutes avec moi pour me poser tes questions. Alors, Guy, oui, tu nous parles de la prescription acquisitive trentenaire. C'est quelque chose qui fait grand débat, c'est ouvert aux particuliers et même aux collectivités. Alors, c'est dur à prouver, mais je me répète, si tu peux prouver que pendant 30 ans, tu as usé, entretenu, sans aucun trouble de jouissance, c'est-à-dire que personne n'est venu le contredire, un bien immobilier, tu peux demander en justice à ce qu'il t'appartienne. C'est la prescription acquisitive trentenaire. Moi, pourquoi j'y étais concerné? J'y étais concerné comme agent immobilier, où sur une petite commune de Normandie, une mairie a entretenu pendant 30 ans un terrain en bord d'une route, sur lequel un bâtiment d'ailleurs menacé de s'écrouler, parce que une succession ne voulait rien faire, etc. La mairie a géré, a coupé tous les ans le foin sur le terrain, je ne vous parle pas en bord de route, hein, sur le terrain, a sécurisé les pierres, et au bout de 30 ans, a été voir un juge et a dit prescription acquisitive trentenaire. Ils sont devenus propriétaires, ils m'ont confié la petite grange à vendre, et je l'ai vendue à un jeune maçon. Voilà un peu l'histoire. Guy, même si c'est un accord, alors si c'est un accord non, il faut que la personne qui en fasse la demande de la prescription acquisitive trentenaire puisse prouver que pendant 30 ans, personne n'a contredit le fait qu'il utilisait autant qu'il le voulait, qu'il l'entretenait, qu'il jouissait du terrain. Donc si toi, tu prêtes à quelqu'un un terrain, bah, méfie-toi de ne pas le faire pendant trop longtemps, ou alors fais les écrits. Fatima, si je n'arrive pas à payer les frais de succession, que se passe-t-il? Bah écoute, si tu ne les payes pas en temps et en heure, hein, le cas classique c'est 6 mois après la succession, tu vas avoir des pénalités qui vont se mettre, et au bout d'un moment, on va te forcer à vendre les biens immobiliers pour payer tout ça, hein. Guy, j'ai un champ qu'on prête à un voisin, il met ses chevaux. Bah écoute, il ne faut pas que pendant 30 ans, il soit le seul à s'en servir. Le fait que tu lui prêtes pour mettre des chevaux, mais que toi aussi tu l'utilises une fois par an, tu passes avec ta bagnole ou quoi que ce soit et que tu puisses le prouver, ne posera aucun problème. Mais je me répète, 30 ans de jouissance paisible, non contestée d'un terrain peut te donner en justice la prescription acquisitive trentenaire. Peter, selon toi, est-ce que c'est une bonne idée de transformer un local commercial en appartement? Ça peut, mais attention, dans beaucoup de communes, les PLU, plans locaux d'urbanisme, s'y opposent. Dans beaucoup de communes, il y a un droit de protection, il y a un périmètre de protection des zones commerciales en rez-de-chaussée des immeubles. Steven, j'ai oublié ta question. Écoute, je peux essayer de remonter un petit peu. Steven, je te promets pas. Et on continue à payer les échéances. Si on vend un bien immobilier et qu'on ne rembourse pas le capital à la banque, mais on continue de payer. Bon, il n'y a pas vraiment de question, mais je vois où tu veux en venir. C'est possible si tu n'as pas fait un prêt hypothécaire. Si tu as fait un prêt hypothécaire, moi c'est mon cas, tous mes prêts sont des prêts garantis par une hypothèque, il est impossible de revendre sans solder le prêt. Impossible. Par contre, si tu as été garanti par une société de caution, il est possible, au conditionnel, de revendre, de toucher le prix et de ne pas rembourser le prêt. Et il est possible que ça se passe très bien, si personne ne le sait, que tu continues à rembourser les échéances. Alors je connais quelqu'un qui l'a fait, il y a quelques années, qui travaille également dans l'immobilier, je dirais évidemment pas son nom. Il a vendu un studio qu'il avait 50 000 balles, il n'a pas remboursé la banque, et 3 ans après, je l'ai vu, et ce con s'était acheté une Porsche entre deux, qui avait décoté, etc. Et bref, il avait plus le pognon, et puis l'appartement. Et il avait toujours le crédit, donc méfiez-vous. Qui me compte quel est l'intérêt d'un prêt hypothécaire? Alors certains vont dire que ça n'a aucun intérêt. C'est pas forcément un intérêt, c'est parce qu'on peut te l'imposer. Moi, on me l'impose parce que je fais toujours des prêts avec des travaux, donc ça nécessite une garantie hypothécaire. Mais moi, j'y vois quand même un intérêt au prêt hypothécaire parce que la banque va se garantir sur le bien, va pouvoir te saisir le bien
À l'inverse d'une société de caution qui ne va pas saisir le bien, mais qui va te poursuivre, toi, indéfiniment sur tes autres biens. Donc moi, j'ai pas le choix que d'avoir des prêts hypothécaires. C'est souvent le cas pour les commerçants, les professions libérales, etc. Mais même si j'avais le choix, je ferais quand même des prêts hypothécaires. Oui, double peine pour lui, bah oui, Steven. Donc méfions-nous à l'argent, des fois ça peut brûler les doigts. Donc, euh, donc méfions-nous. En tout cas, la banque ne le permettra pas si elle le sait. Mais je connais plein de personnes qui l'ont fait sans que la banque l'ait su. Je ne dis pas que je le conseille, mais je dis que je l'ai déjà vu. Peters, je rebondis sur ta question. Le prêt hypothécaire te permet d'enchaîner les prêts. C'est pas ça qui me l'a permis, parce que ça ne change rien à ta notion d'endettement. Non. Alors, Maria Isabelle, quelle est la différence entre un prêt relais et un transfert de prêt? Alors, ça n'a rien à voir. Un prêt relais, déjà, tu n'y es, on va dire, admissible que si tu as payé en grande partie ton bien immobilier, le premier. Sinon, ça n'a aucun intérêt. On envisage les prêts relais sur des gens qui ont remboursé au moins 50% du capital du premier bien, voire même un peu plus. Dans ces cas-là, on peut leur faire un prêt relais. Pour schématiser à l'extrême, c'est une avance pendant 2 ans maximum d'une somme qu'on remboursera quand le premier bien sera vendu. Je schématise à l'extrême, c'est exactement c'est ça. Un transfert de prêt, c'est très rare, mais ça arrive. C'est le fait de dire j'ai un bien avec un prêt en cours, je vais le vendre et je vais transférer le prêt, notamment parce que le taux est intéressant, sur un nouveau bien. Mais ça, j'en vois quasiment jamais. Fatima, je crois, sauf erreur de ma part, qu'on a 6 mois pour payer les droits de succession une fois que la succession a été acceptée. Je dis bien sauf erreur de ma part, je parle de tête. Pourquoi pas, qui dit vous êtes le premier à avoir un discours juridiquement juste, bravo, bah écoute, je te remercie. Alors je suis pas à l'abri de faire une erreur des fois en parlant en live. Là ça fait une petite heure, des fois je fais des lives de 3 heures, j'ai pas de notes sous les yeux, c'est mon bureau devant moi. Donc quand j'ai un doute et que je le sais, je m'abstiens de répondre. Mais oui, en tout cas, dans 99% de ce que je dis, j'adore le côté juridique et technique de mon métier, c'est ce qui m'éclate le plus, bien plus que le côté commerce, bien plus. Donc oui, j'essaie d'être juste. Je me documente beaucoup, je lis beaucoup, et je lis beaucoup sur des sites officiels, hein, le site des impôts, etc. Donc quand je vois plein de personnes qui me posent des questions sur TikTok, bah, tant mieux, je suis là pour ça. Mais je vous dirais aussi que Google est votre ami et que vous pouvez trouver tout un tas de data. Méfiez-vous juste de la fiabilité des sites. C'est pour ça que j'adore les sites .gouv.fr parce que bon, bah, au moins ils sont à jour et ils sont cohérents. Alors, est-ce qu'il y a des questions que j'ai pas vues? Sinon, posez-moi-en des nouvelles. Je comprends pas ta question, King Kong. Plus-value de 300% sur un bien prêt hypothécaire. Je ne comprends pas trop ta question. Fatima, un grand merci pour tes réponses. Écoute, avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à poser des questions justement sur la préparation des successions, parce qu'on me pose souvent des questions sur les successions, et je le vois quand je parle avec mes clients, on y est tous confrontés à un moment ou à un autre de sa vie, sauf que c'est un sujet tabou, pudique en France, ou alors qu'on n'a pas envie de penser parce que ça veut dire qu'on est tous mortels, et donc ça ne nous enchante pas de penser ça. Sauf que bah, on peut laisser des proches dans la merde, dans des difficultés financières, dans des conflits familiaux. Donc ouais, il n'y a rien de mieux que préparer sa succession. Vous voyez, moi j'ai 35 ans, mais j'ai fait un Pax, j'ai fait un testament il y a déjà 3 ans, donc je l'ai fait à 32 ans, parce que personne n'est immortel. Peter, son commentaire me fait plaisir. Maria, recommandez-vous de le faire avant? Avant quoi? D'anticiper sa succession avant? Bah oui, avant, parce que déjà, on ne sait jamais quand on va décéder. Moi, le premier au toit, on peut mourir ce soir sans le savoir. Donc oui, en fait, il n'est jamais trop tôt pour envisager de faire une succession. Et puis un testament, ça se change. Moi, j'en ai fait un à 32 ans. Et je peux être amené à le modifier. Alors moi, je n'ai pas fait encore de donation. J'estime encore être trop jeune pour envisager ce côté-là de la fiscalité. Mais au moins un testament pour dire qui va à quoi. Ou quoi va à qui plutôt. Parce que j'ai une femme, mais j'ai aussi une fille que j'ai eue avant ma femme, et ainsi de suite. Fatima, alors déjà, tu as combien d'enfants, Fatima? Parce que c'est moche à dire, mais plus on a d'enfants, plus il est facile d'éviter les frais à la succession. Parce qu'on a un abattement lors du décès des parents de 100 000 euros par enfant, par parent. Donc si, comme moi, tu as une fille unique, enfin moi j'ai qu'une seule fille, et bah si tu as un patrimoine important, bah il y aura de la fiscalité, ça c'est clair. Mais ma femme, par exemple, elles sont 3 sœurs. Donc il est beaucoup plus facile, à patrimoine identique,
d'éviter la fiscalité. Tu prends l'exemple donc de ma femme, 3 sœurs, donc 3 enfants. Donc si les parents décèdent en même temps, il y a 200 000 euros par enfant, vu qu'il y a 2 parents, exonérés de succession. Donc tu peux donner un patrimoine de moins de 900 000 euros sans payer un seul euro d'impôt. Parce que tu as 3 enfants. Donc attention, la composition de famille est très importante dans les questions sur la fiscalité. Fatima, tu as 2 enfants. Fatima, tu as 2 enfants. Si tu as un mari, un conjoint, vous êtes 2 et 2 enfants. Si vous veniez à mourir aujourd'hui, là, à l'instant T, vous pourriez transmettre en franchise de droit 400 000 euros à vos 2 enfants. Parce que c'est 100 000 euros par enfant, par parent. Euh, donc si tu as un patrimoine inférieur à ça, il n'y a pas trop de problématiques à l'instant T. Si tu as un patrimoine supérieur à ça, il peut déjà y avoir une problématique à l'instant T. User qui nous dit que le testament est aussi fiscalisé de la même façon. Alors explique-moi ce que tu veux dire par là. Le testament est aussi fiscalisé de la même façon. Oui, bien évidemment, le testament, il permet juste de dire quoi va à qui. Hein. Bien évidemment, le testament n'exonère en aucun cas la fiscalité, si ce n'est pour sa femme. Hein. Des conjoints, enfin des époux, il y a une franchise de droit totale, quel que soit le montant du patrimoine entre époux. Hein. Et ça peut s'expliquer dans un testament. Ah, bah ça c'est une bonne question Fatima. Que faire si je viens me marier pour protéger mes enfants? Est-ce que tes enfants sont issus de la personne avec qui tu veux te marier? Est-ce que c'est leur papa? Ça, encore une fois, ça va influencer ma réponse. Ou est-ce que c'est un nouveau monsieur qui est arrivé dans ta vie, comme ça arrive très souvent, et qui n'est pas le papa de tes enfants? Non, c'est pas le papa de tes enfants. Donc là, effectivement, il faut se protéger. Si tu viens te marier avec lui, il va devenir ton héritier. Ça, c'est clair et net. Si tu viens te marier. Ou te paxer plus un testament. Tes enfants sont protégés, je te rassure. En France, il y a la notion de quotité héréditaire. Il est impossible de déshériter ses enfants. Pas du tout. Par contre, tu peux, finalement, en te mariant, si tu ne fais pas de protection supplémentaire, tu peux donner plus à ton mari qu'à tes enfants. Et ça, c'est peut-être pas ton souhait. Et là, dans ces cas-là, tu peux, dans un testament, prévoir des choses différentes. Mais je te rassure, en France, le fait de te marier rend ton époux héritier, mais tes enfants sont protégés par la quotité d'acquisition, par la quotité héréditaire. Je peux essayer de la chercher vite fait sur Internet en même temps que je vous dis ça, parce qu'elle dépend du nombre d'enfants. Moi qui ai une seule fille, ma fille est protégée, elle aura forcément 50% de mon patrimoine, même si je voulais faire autrement. Et donc, hop, hop, la réserve héréditaire 50%. Si le défunt a 2 enfants, la quotité disponible est d'un tiers. Donc effectivement, tu peux te protéger en donnant un peu plus à tes enfants et un peu moins à ton nouveau monsieur, à ton nouveau mari. Et pourquoi pas qu'il va plus vite que moi, parce qu'effectivement, je viens d'arriver sur le site du service public, et encore une fois, elle est toujours sur des sites fiables, pour vérifier les quotités héréditaires, parce que je ne les connais pas par cœur. Je connais la mienne, vu que j'ai qu'une fille, je sais que c'est 50%. Parce que ça peut changer à un moment où vous faites le testament. Prenez mon cas, j'ai fait un testament en 2020, où j'ai donné certaines choses dans le testament à ma compagne de Pax et d'autres à ma fille. Sauf que dans mon cas, ma fille est protégée et a forcément 50% de mon patrimoine. C'est obligatoire, même si je dis l'inverse. Et quand on a fait ce testament en 2020, on venait de créer une société. Il y a un an. Une société qui à l'époque valait pas grand-chose. La société Visit Co. Parce qu'elle avait moins d'un an, elle avait 1 an et 1 mois d'activité, elle avait un premier bilan à 300 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Sauf que 5 ans plus tard, cette société-là, évidemment, elle vaut beaucoup plus. Et les parts de cette société-là que j'ai donné à 100% dans mon testament à ma femme, parce que c'était le but, c'est normal, c'est un outil de travail, et maintenant, elles ne vont plus respecter la quotité héréditaire des 50%. C'est pour ça qu'un testament, ça peut être amené à se refaire, et moi, je vais sûrement y penser. Ah oui, Fatima, bien sûr il héritera ton mari. Hein. Le mariage rend l'époux héritier. Pourquoi pas qu'il nous dit désolé, je jongle avec cela tous les jours. Alors tu travailles peut-être dans une office notariale, je serais curieux de le savoir. Tu es peut-être clerc de notaire, clerc aux formalités, j'en sais rien. Donc n'hésite pas, si c'est le cas, à interagir un peu plus dans mes lives. Ah, hormis non qui nous pose une bonne question, ça change.
Enfin, ça change. Les autres étaient très bonnes aussi, mais sur un sujet qui change. Quelle vigilance réserve sur un compromis en tant qu'acheteur SVP? Hormis non, moi déjà, je m'impose une chose en tant qu'acheteur et je l'impose dans mes agences à mes agents, c'est que l'acheteur, mais aussi le vendeur, mais surtout l'acheteur, les deux parties reçoivent le projet de compromis et l'intégralité des annexes, j'insiste sur l'intégralité des annexes, minimum 24 à 48 heures avant la lecture. Ça permet quoi? Ça permet soit à l'acheteur de le lire lui-même, tranquillement, soit de le faire lire à un conseil de son choix, et notamment son notaire. Donc le premier conseil, c'est que ne va pas signer un compromis que tu n'as pas eu en amont, avec l'intégralité des annexes. Ça, c'est le premier conseil. Et après, vérifie tout un tas de choses sur les servitudes, sur les documents qui te sont fournis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors King Kong, monter une SCI à l'IS, je réponds très simplement, il y a peut-être plein de solutions, mais la plus simple qui vient pour le rachat d'un bien immobilier quand on a un endettement qui est éclaté, qu'on ne peut plus rien faire, c'est une SCI à l'IS parce que c'est censé complètement distinguer ton patrimoine personnel de celui professionnel de la nouvelle SCI que tu vas créer. Donc oui, Orminon demande bien à voir le projet en amont. C'est aussi une preuve de transparence du rédacteur de ce dit compromis, que ce soit un agent immobilier ou un notaire. C'est aussi une preuve de transparence. Parce que l'agent te dira, oui, vous signez maintenant, vous avez 10 jours pour relire, sauf que personne ne relit les documents pendant les 10 jours, il vaut mieux les relire avant. Pourquoi pas, attention à la plus-value pour SCIS, tu as tout à fait raison, pourquoi pas le dire, je l'ai dit au moins 15 fois dans ce live avant. SCI à l'IS, ça n'est pas magique. Attention à la plus-value lors de la revente qui devient une plus-value des professionnels. Et attention aussi à la CRL, contribution sur les risques, les revenus locatifs, qui est due en SCI à l'IS et qui n'existe pas sur les autres modes de détention des biens immobiliers. Donc oui, la SCI à l'IS, c'est une solution, c'est un outil, ça n'est en aucun cas magique. En aucun cas. Ah, Fred007, hello Fred, tu es souvent là sur mes lives. On est encore une fois comme quand tu arrives plus sur la fin que sur le début. J'en suis pile poil à 1 heure de live. Je peux avoir allé encore un quart d'heure avec vous. Et après, je vais aller retrouver ma petite femme. Pourquoi pas toujours se dire que le gagnant sera toujours le trésor public? Alors écoute, je vais pas être révolutionnaire à ce point-là. Et là, pourquoi pas, je vais pas être d'accord avec toi. On peut très bien s'en sortir. Oui, l'État prend sa part. Mais c'est grâce à l'État qu'on a une sécurité sociale qui fonctionne plus ou moins bien, qu'on a un pays qui est beau. Toute personne qui voyage un peu se dit waouh, on a quand même un très beau pays en France. Donc non, le gagnant sera toujours pas le trésor public. Je peux t'assurer que entre deux personnes, une qui fait de l'investissement locatif, l'autre qui n'en fait pas, alors il est certes, il y en a une des deux qui peut être dégoûté de payer 10, 20, 30 000 euros d'impôts tous les ans, mais à la fin de la vie, le capital ne sera pas le même. Donc non, le gagnant, c'est pas le trésor public. Ça reste malgré tout l'investisseur. Oui, on peut regretter des taux de prélèvement et de cotisation importants dans notre pays, mais le gagnant, ça reste l'investisseur. User qui me demande si je vais aller manger dehors. Écoute, c'est une bonne question, j'en sais rien. Il a fait très chaud chez moi ce week-end. J'avais tous mes agents, c'était la journée ludique, on était une vingtaine, c'était une fournaise dans la baraque, très agréable. Aujourd'hui, il a fait un peu moins chaud quand même, chez moi en Normandie. Donc je sais pas encore où je vais manger. Et toi, tu manges où? Enzo qui nous dit j'ai 20 000 euros, j'ai 25 ans et ma phobie c'est de ne pas être riche avant mes 30 ans. Comment faire et vite? Écoute, c'est bien d'avoir des objectifs. Je me suis bien calmé, j'étais un peu comme toi, je m'étais promis des choses quand j'avais 25 ans à faire avant 30 ans. Je les ai pas toutes réussies, mais certaines oui. Donc bon, l'objectif chiffré il est bien, il permet peut-être d'avancer, mais déstresse un peu. Ce qui est bien c'est de vouloir lancer des choses. C'est bien, tu as déjà un apport qui est cohérent et qui est honnête pour l'âge que tu as. Donc bah, bénéficie de l'effet de levier. Avec tes 20 000 euros d'apport, essaie de monter 200 000 euros d'emprunt, 10% d'apport, 90% d'emprunt, et d'acheter un ou plusieurs, ça dépend de ta région et des prix d'immobilier, bien immobilier, pour y faire de l'investissement locatif. On a Ali Women qui nous dit apéro chez toi, et tu lui dis ça parce que t'es cadet. Écoute, Ali Women, ça va peut-être te parler vu que t'es cadet comme moi. Je viens de le dire, j'avais 20 personnes ce week-end. J'avais acheté plein de plateaux de la crèmerie des baratineurs. Ça te parle peut-être si t'es cadet. Et je vais enfin en venir à bout ce soir. J'avais acheté 10 plateaux de là-bas parce qu'on était nombreux. Donc j'ai rebouffé du fromage, charcuterie hier soir, ce midi, et je vais le finir ce soir.
Une salade, écoute, non, si je me levais, tu verrais que j'ai pas le physique à manger de la salade. Faut que je m'y remette au sport. Ah, Ali Wiman, tu les livres? Bah écoute, voilà, bah alors tu connais. Tu les livres en quoi? Tu les livres en fromage, tu les livres en boisson, enfin j'en sais rien. Enzo, j'ai pas tout retenu, mais est-ce que je peux t'envoyer sur Insta, m'envoyer quoi? Ah, tu les livres en boisson. Ok, cool. Alors ça va pas intéresser tous ceux qui sont à l'autre bout de la France, mais c'est une super adresse pour des plateaux de fromage en Normandie. Super adresse. Et relativement peu cher pour la quantité. On a Chiberigo qui nous dit salut à toi et bonjour à tous. Salut Chiberigo. Mettez quelques petits likes, qu'on soit un peu plus nombreux pour les derniers quarts d'heure de ce live. Bonsoir, le modif de copro n'est pas à jour, état descriptif. Le syndic pro ne fait rien, problème à la vente. Non, tu vas vendre avec l'état en cours. Je te conseille en toute transparence de fournir, s'il y a eu un projet de règlement de modificatif, de le fournir à ton acheteur, mais ça ne va pas t'empêcher de vendre. Une copro a forcément un premier règlement de copro lors de sa création. Et il y a des fois effectivement des modifs en cours pour X raisons, parce qu'il y a tel ou tel point qui a été voté en AG qui nécessite une modif, et des fois ça prend 5 ou 6 ans avant d'être mis en place. Max, oui, au regard d'un banquier décisionnaire, oui. C'est pour ça que moi je suis client uniquement de banques où les directeurs d'agence ont des délégations importantes. Moi, je suis client du Crédit Mutuel, du CIC. C'est des banques où, dans ma région, en tout cas, les directeurs d'agence ont encore 6, 700, 800 000 euros de pouvoir de signature. Et donc, dans ces cas-là, c'est eux qui décident. Et c'est eux qui décident notamment que ton dossier puisse déroger aux règles d'endettement. Parce que, pour rappel, il y a 20% des dossiers qui ont le droit de déroger aux règles du HCSF. Donc oui, ça peut, bien évidemment. Je ne te dis pas que c'est facile, mais oui, ça peut. Par contre, si tu présentes cet argument-là à un conseiller particulier classique du Crédit Agricole, bah non, ça va strictement rien changer. Mais si tu le présentes à un directeur d'agence du CIC, par exemple, oui, ça peut. Ah là, Chiberico, tu me poses une question qui n'est pas dans mon domaine d'activité habituel. Est-ce que tu as payé la facture déjà ou pas? Est-ce que tu as soldé? Est-ce qu'il y a eu un procédé verbal de réception des travaux? Enzo, bah écoute, sans rentrer dans les détails, quand j'ai acheté mon tout premier immeuble de rapport, je l'ai acheté en 2015, j'avais 27 ans. À l'époque, j'avais une nana, qui est la mère de mes enfants, enfin la mère de ma fille. J'ai des parents, comme tout le monde, un frère, etc. J'ai acheté mon immeuble sans le dire à personne, même à ma nana de l'époque. Je lui ai dit une fois que j'avais signé le compromis. Et je l'ai acheté tout seul. Parce qu'effectivement, dans ton entourage, il y a des gens qui peuvent être très bienveillants, des gens qui le sont moins. Il y a des gens qui sont trop bienveillants et donc, du coup, parce qu'ils t'aiment, ils ont peur pour toi. Et donc, ils vont pas t'encourager à te lancer. Donc, je dis pas que c'est une bonne idée, mais moi, perso, je dis toujours rien à personne. Même là dernièrement, hein. Mais même ma pauvre femme qui m'entend en bas, souvent je lui ai fait acheter des biens immobiliers, elle les a achetés avec moi, une fois que je les avais déjà vus, hein. Bon, bref, chacun fait comme il veut. Alors, Orminon qui nous dit acheter avec ses enfants sous forme de donation. Alors, tu ne peux pas acheter avec eux sous forme de donation, mais tu peux leur faire des donations, tu peux leur faire des donations avec réserve d'usufruit. Moi, je conseille toujours ça à mes clients, hein. Je l'ai vu, hein, de faire des donations totales en pleine propriété à ses enfants. Après, X raisons, ça ne se passe pas et ainsi de suite, et j'ai vu des gens le regretter. Donc, aussi pour des donations, pour des raisons fiscales, parce que la donation avec réserve d'usufruit a une valeur fiscale moins importante, et donc du coup a plus de possibilités d'exonération de fiscalité. Donc de donner à ses enfants quand on commence à avoir 45-50 ans, c'est une bonne idée, avec réserve d'usufruit. Allez, j'arrive bientôt à la fin du live. Je peux encore répondre à deux trois questions. Alors, j'en vois pas des nouvelles. Ah si, Max, pardon, je l'ai vu une ou deux fois, mais j'y ai pas répondu sur le coup. Est-ce que c'est intéressant de passer par un courtier? Oui, pour certains clients. Pour moi, si tu as un dossier atypique ou comme moi, un dossier d'indépendant, j'ai jamais été salarié dans ma vie, etc. J'ai toujours
préféré le défendre moi-même devant le bon interlocuteur. Donc je ne suis jamais passé par un courtier, mais au quotidien, dans mes agences immobilières, je travaille avec un courtier, et pour monsieur, madame, tout le monde, oui, c'est souvent intéressant. Adam, quelle est la meilleure fiscalité, LMNP ou NU? Il n'y en a aucune, mon ami. Elles sont toutes différentes. Elles sont adaptées à ta stratégie et à ta personnalité. Si tu vois un conseiller quelconque qui te dit la meilleure stratégie en immobilier, c'est celle-là, bah c'est que c'est un guignol. Parce que ça dépend de tout un tas de choses. Moi, j'adore la location nue, mais je ne te dirais pas que c'est la meilleure stratégie. C'est une stratégie qui est cohérente avec ma vision des choses, avec le temps que je veux y passer et avec mon objectif d'investissement à 10 ou 20 ans, alors que la location meublée peut être bien plus intéressante pour d'autres. La moralité qui dit oh, je te parle de chauve. Bah écoute, la moralité, bonjour déjà. Et puis tu as un problème de lunettes, hein, parce que mes cheveux sont blancs, mais je suis en aucun cas chauve. J'ai tous mes cheveux sur la tête. Je sais pas quelle était ta question, mais écoute, si t'es pas là, si t'es pas bien là, casse-toi. Décidément, c'est mieux de rien dire à personne, mais même au niveau vestimentaire, ça l'ajoute. Ok. Oui, Adam, location nue, peut-on réduire nos impôts sur le revenu? Oui, c'est vrai. Tiens, bah là, moralité, je te dégage. J'ai appris il y a peu de temps à faire ça sur TikTok. Bloqué. Allez, ciao. Ciao, baltringue. Si un conseil, hein, moi je regarde des fois des lives dans mon lit. Hein, si quelque chose que je vois pas en live me plaît pas, bah, je me casse, hein, aussi simplement que ça. Si Max, j'ai des créneaux de réservation sur mon site. Si, j'en ai remis quelques-uns. J'en ai vendu quelques-uns la semaine dernière. J'en ai mis demain soir, j'en ai mis la semaine prochaine. Et donc oui, je répondais à une question avant d'avoir le troll. Location nue, est-ce qu'on peut réduire nos impôts sur le revenu? Oui, en location nue, on peut réduire nos impôts sur le revenu, c'est vrai, et c'est le seul régime qui permet ça. Le LMNP ne le permet pas, la SCI à l'IS ne le permet pas, mais la location nue ou la SCI à l'IR permettent le déficit foncier. Et donc sous réserve de faire notamment d'importants travaux, tu peux réduire tes revenus de travail, donc tes revenus de salaire ou autres, de 10 700 euros, et donc réduire ton impôt sur le revenu, tout simplement. Alors écoute, Emma, c'est un sujet que je ne maîtrise pas à 100%, même si je m'y intéresse en ce moment. J'ai encore eu un rendez-vous il y a 10 jours avec ma banquière, la directrice du CIC, au sujet du PER. Donc je m'y forme, mais je ne le connais pas encore assez bien pour m'estimer pertinent pour vous conseiller. Il n'y a que si je pense savoir à 100% que je réponds. Adam, même les intérêts, non, du tout. Les intérêts vont te permettre de. Alors c'est. Adam, je veux bien que tu écoutes ce que je vais dire pour pas mécomprendre mes informations. Quand on fait de la location nue, on génère des loyers, et ces loyers s'imposent dans une catégorie qu'on appelle les revenus fonciers. Donc ces revenus fonciers-là, ils sont positifs. C'est le montant des loyers que tu encaisses. Tu peux les réduire. Tu peux les réduire par les intérêts d'emprunt. Donc ça vient déduire non pas tes impôts, mais tes revenus fonciers à déclarer. Tu peux les déduire par des travaux, etc. La seule astuce, c'est que si le résultat qui était positif à la base arrive en négatif, et uniquement par le biais des travaux, c'est pas valable pour les intérêts d'emprunt, tu pourras les déduire ce montant négatif sur tes revenus de travail, et donc réduire ta fiscalité. Je sais que c'est un peu complexe, j'ai essayé de le schématiser à l'extrême, mais voilà un peu les informations que je peux te donner. Tout ça, c'est expliqué dans mon e-book gratuit. Hein. Visitenco.fr, rubrique conseil, vous pouvez avoir tout ça. Alors ici, le PER en plomberie, ça je connais un peu plus, comme le multicouche. C'est mon côté portugais, ça niveau travaux, ça va, je gère un peu. Emma, tu conseilles quel produit pour défiscaliser l'immobilier? Alors aucun. Déjà quand on associe, je t'en veux pas, hein, mais quand on associe immobilier et produit, ça me pose un vrai problème, parce que c'est ce que font les banquiers, les gestionnaires des patrimoines. Ils vendent de l'immobilier comme un produit, et sauf que certes il y a une défiscalisation avant, mais il y a une carotte à la sortie. La loi Pinel en est un bel exemple, la loi Malraux en est un bon exemple, etc., etc. Donc en aucun cas je vais conseiller un produit pour défiscaliser. Je vais conseiller d'acheter de l'immobilier, de le faire avec une stratégie de défiscalisation, notamment sur les travaux, oui, mais en aucun cas un produit. Je fais de l'immobilier depuis 16 ans, j'ai 5 agences immobilières, je me refuse à vendre du neuf parce que je ne vends pas de Pinel, par exemple, et je m'y refuse. Pourtant, je suis fréquemment contacté par les promoteurs de ma région. Visenco, on veut vous ouvrir notre listing de biens à vendre, et donc que vous vendiez du Pinel, ça marche très bien. Mais moi, je dis oui, mais je sais que c'est une quenelle, donc j'en vends pas. J'ai ma conscience d'agent immobilier pour moi. Ah,
Désolé pour le bruit, j'entends le Thermomix, ma femme fait un truc à bouffer qui se met en route en bas. Pourquoi le Pinel en sortie? Parce que le Pinel, on arrive au tout début de la revente, hein, c'est un régime qui est pas si vieux que ça, mais avant il y a eu le Borloo, le Cellier, etc. Et, euh, et le problème de l'achat immobilier neuf avec des fiscalisations, c'est la surcote à l'achat qui est, allez, 8 à 9 fois sur 10 pas récupérée lors de la revente. Donc à la revente, tu revends le bien bien moins cher que tu l'as acheté et tu le revends assez souvent proche du capital restant dû à la banque. Fred qui nous dit ciao. Salut Fred. On a Anthony qui nous dit bonsoir. Salut Anthony. On est sur les dernières minutes d'un live immobilier si tu as une question. On a Max qui nous pose une question drôle. Allez, on est sur la fin, un peu plus de légèreté. Est-ce que c'est possible d'acheter la Tour Eiffel? À ma connaissance, ça ne l'est pas. Ce qui peut aussi apparaître dans l'immobilier, ça va être les maisons Phoenix. Et je déconseille. Structure en acier, IPN en acier et recouvert de plaques. Ça pourrait s'y apparenter. Wagner qui nous dit que le Pinel c'est pour gaver les promoteurs. Et écoute, je pense que dans 99% des cas, tu as 100% raison. Non, Enzo, et Macron n'a jamais dit ça, hein. Je ne suis pas là pour euh, défendre Macron, je ne fais pas de politique dans mes lives, mais Macron n'a jamais dit ça. Il y a plein de trucs qui tournent autour. Il y a une députée qui a fait un projet de loi qui s'appelle la loi Laglaise, si je le prononce bien, etc., qui parle d'un truc dans ce genre-là, mais en aucun cas Macron a dit qu'on ne sera un jour ou bientôt plus propriétaire de nos biens immobiliers. Ça, c'est faux. Anthony, en tant que négociateur immobilier, c'est pas bon de bosser avec un promoteur pour de la VFA. Écoute, c'est ce qui se passe dans énormément d'agences. Moi, dans mes agences immobilières, je ne le fais pas, j'en ai 5, parce que la VFA, dans ma région en tout cas, est à plus de 60% de la vente de Pinel. Rares sont les gens qui achètent pour de la RP. C'est rare, j'ai pas dit que ça n'existait pas, mais c'est essentiellement du Pinel. Moi, je suis pas à l'aise avec ma conscience sur la vente de Pinel, donc je le fais pas. Alors, user qui nous dit le but du Pinel, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais réduire nos impôts. C'est vrai et c'est faux. Je vais encore te donner un cas, user. À chaque fois que je rencontre un client qui nous confie en gestion à ma femme et moi du Pinel, parce qu'on fait de la gestion locative, je lui demande comment lui a été présentée l'opération par son gestionnaire de patrimoine, son banquier ou un agent immobilier. À chaque fois, le pro a présenté la défiscalisation, la réduction tous les ans de 4, 5, 6 000 euros d'impôts. Et ça, c'est vrai, il n'y a pas de débat, c'est clair, c'est net, c'est sur la feuille d'impôt. Et je demande si à chaque fois, on vous a simulé les nouveaux impôts générés par les nouveaux loyers. Ben oui, parce qu'en achetant un bien Pinel, vous avez 7 ou 800 euros de loyer qui ne rentraient pas avant et qui vont rentrer maintenant et qui vont s'imposer dans la catégorie des revenus fonciers. Et donc 8 à 9 000 euros de revenus supplémentaires par an. Quand on enlève les 2 ou 3 000 balles de charges déductibles, il reste 6 000 balles. Et donc pour quelqu'un taxé à 41% qui fait du Pinel, eh ben, c'est 2 000 euros d'impôts supplémentaires par an. Donc on dit d'un côté, madame, monsieur, vous allez baisser vos impôts de 6 000 euros par an grâce au Pinel. Ça, on le dit. Par contre, on oublie de dire que d'un autre côté, les nouveaux loyers générés par le Pinel vont augmenter votre fiscalité de 2 ou 3 000 euros. Et ça, moi, j'ai un vrai problème d'éthique avec ça. Max, il nous demande c'est quoi le Pinel? C'est une loi de défiscalisation dans l'immobilier. Tu achètes un logement neuf, euh, c'est la condition, sauf avec le Pinel dans l'ancien, la loi de Normandie. Tu t'engages à le louer 6, 9 ou 12 ans et en échange de ça, tu as une réduction d'impôt. Donc ça ne s'adresse que à des personnes qui payent des impôts et en mon sens, qui payent au minimum 3 4 000 euros d'impôts par an. Mais encore une fois, même en payant 3 ou 4 000 euros d'impôts par an, moi personnellement, je déconseille le Pinel. Et on a Claire qui nous dit je valide vos propos pour le Pinel. Merci, ça m'arrange que tu sois d'accord. On aurait pu débattre si tu ne l'étais pas. Mais voilà. À chaque fois, le pire que j'ai eu, j'ai travaillé à Bayeux, qui est une jolie ville du Calvados, éligible à la loi Malraux, parce qu'on a un plan de sauvegarde. La loi Malraux, c'est une loi de défiscalisation. Et j'ai vu, croyez-moi bien, la loi Malraux, sur le papier, c'est magnifique. C'est destiné à des gens très, très, très fiscalisés, des gens qui payent au moins 20 ou 30 000 euros d'impôts par an. Et ça peut leur permettre, sur 10 ans, d'économiser 10 15 000 euros d'impôts tous les ans. Ok. Le dernier Malraux que j'ai vendu avant de quitter ma carrière dans l'immobilier à Bayeux, c'est une maison qui avait coûté 420 000 euros, qui avait engendré 120 000 euros de réduction d'impôt. Ok. Valeur à la revente, 10 ans plus tard, 210 000 euros. Donc en fait, que dalle. Emma, oui, moi j'adore la stratégie la plus simple, celle du bon père de famille, la plus simple à comprendre,
La plus simple pour être en conformité avec les règlements de copropriété, celle qui n'est pas dans le viseur du gouvernement, contrairement à la location meublée, c'est la location nue, avec une stratégie de travaux importants pour arriver au déficit foncier. User, le but c'est de réduire, c'est pas augmenter. Non, ce qui me gêne pas, c'est que ça arrive. Parce on a pas de bras, pas de chocolat. Ça me gêne pas de payer les impôts. Ce qui me gêne, c'est la façon dont les commerciaux des banques et des gestionnaires de patrimoine présentent la loi Pinel à leurs clients, en leur vantant la réduction d'impôts, mais pas les nouveaux impôts créés. C'est ça qui me gêne. J'ai un vrai problème avec le discours. J'ai pas un problème avec le fond, si c'était présenté de la bonne façon, en disant 6 000 euros d'impôts d'économie, de réduction d'impôts par an, mais plus 1800 au titre des loyers. Si c'était présenté comme ça à des clients, ça ne me poserait pas de soucis, mais dans l'expérience que me décrivent les clients qui font du Pinel, c'est pas comme ça que ça leur est présenté. Et ça me gêne. J'assimile pas ça à l'escroquerie, mais presque. Ou du moins à l'escroquerie mentale. Emma, merci, c'est cool. Oui, j'ai des agents, j'en ai 5. Je suis agent immobilier depuis longtemps, hein, depuis 16 ans. J'ai commencé ce métier-là avec 18 ans. Et en 2019, j'ai monté avec ma femme une première agence immobilière, puis une deuxième en 2019, puis une troisième en 2020, puis une quatrième en 2022, puis une cinquième en 2023. Alors il dit, moi j'y vois aucun sauf à l'acheter en SCI à l'IS. Moi, acheter des biens en bon état pour faire du locatif, c'est pour moi 9 fois sur 10 une erreur fiscale. C'est tentant, parce qu'on est humain, on n'a pas envie de se faire chier avec les travaux, mais c'est une erreur fiscale. Immobilier locatif, ça doit vous faire penser à travaux. Immobilier locatif, travaux. Immobilier locatif, mauvais état, passoire thermique, bien défoncé, gros travaux, mais c'est ça l'immobilier locatif. C'est comme ça qu'il y aura une fiscalité maîtrisée, même en location nue, et comme ça qu'il y aura une belle plus-value à la revente. Alors, merci pour les 2 félicitations que j'ai eues. Allez, encore 2-3 minutes de live. Écoutez, je vais faire mon vieux. Je regarde les infos une fois par semaine, le lundi, parce que je ne bosse pas le lundi. Le reste, je rentre trop tard pour les regarder. Donc dans 5 minutes, je quitte le live pour aller me mettre comme un beau mouton devant TF1 pour savoir un peu ce qui se passe dans notre beau pays. Al Wiman, la façon la plus simple pour devenir agent immobilier, ouvrir une agence immobilière, c'est être titulaire des cartes professionnelles. Donc il te faut pour ça un diplôme de droit ou un BTS profession immobilière. C'est le diplôme le plus bas qui te permet d'avoir les cartes d'agent immobilier. Et il te faut une double condition, c'est une condition de moralité. Donc il faut avoir un bulletin numéro 2 de ton casier judiciaire vierge. Donc les agents immobiliers doivent être formés et honnêtes, en théorie. En tout cas, ne jamais avoir été condamnés. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont honnêtes. Emma, tu t'abonnes, c'est cool. Je ne l'ai pas dit une seule fois dans ce live-là. Pour ceux qui aiment l'immobilier, vous êtes au bon endroit pour vous abonner à ce compte. Pour ceux qui aiment les voitures, je suis un passionné de bagnole, notamment de voitures de collection. J'ai la chance d'en posséder 2 dans le sous-sol, 2 étages en dessous de moi. Donc j'ai un deuxième compte TikTok qui s'appelle Les Bolides de Patoche. Donc c'est la même personne, mais là il y a du coup beaucoup plus d'humour, beaucoup plus d'essence et de belles mécaniques. Les Bolides de Patoche, s'il y en a certains qui veulent aller faire un tour. Dernière question, il parle d'un crash immobilier. C'est qui il, Emma? Prawi qui nous demande de nous parler du contrôle technique. Alors Emma, on attend pour acheter. Alors si c'est une résidence principale, why not? Si c'est du locatif, non, pas du tout. Le locatif se paye avec de l'argent qui n'est pas le vôtre, mais celui d'une banque, grâce à l'effet de levier. Et la dette se rembourse avec de l'argent qui n'est pas le vôtre, mais celui du locataire via le versement de ses loyers. Donc l'immobilier locatif, le meilleur moment pour en faire, c'était hier, et avant-hier, et avant-hier. Et c'est aujourd'hui et non pas demain. Donc même si les intérêts sont élevés, les intérêts sont déductibles de revenus fonciers, donc ils passent en charge. Et même si les prix de l'immobilier vont baisser dans 2 ans, oui, mais si tu achètes maintenant, tu auras déjà remboursé 2 ans de ton putain de crédit. Donc, il faut acheter le plus tôt possible. Enzo qui dit, est-ce que je peux te suivre sur Insta ou Snap? Alors, j'ai pas Snap, j'ai 35 ans, c'est pas la génération Snap. Oui, j'ai Insta, visitenco.fr, enfin, le nom de ma boîte, Visitenco, ou Patrick Magalès, mon compte à moi perso. Mais vraiment, l'endroit où je donne mes conseils, c'est sur TikTok, par les vidéos et par les lives. Bien plus que sur Insta. Sultana, non du tout. On aime en France faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ça revient sur le sujet tous les 2 ou 3 ans. Il y a une députée, loi Laglaise, projet de loi Laglaise, qui a fait ce projet de loi. Mais non, je suis absolument pas inquiet. Quand passons du LMNP au LMP, écoute, si on dépasse les 23 000 euros de recettes locatives et si on n'a pas des revenus
d'activité supérieure à ce montant-là. Parce qu'on peut avoir avoir 100 000 euros de loyer meublé et de ne pas être LMP hein, si on a à côté des gros revenus. J'ai 70 000 euros d'apport, tu me conseilles quoi? Je te conseille de faire jouer au max l'effet de levier et d'emprunter au moins 5 ou 600 000 euros, ce qui est tout à fait possible. Théo qui nous dit est-ce qu'une laverie est bien pour débuter? Alors je ne vais pas te donner de conseils, je vais juste te dire de ne pas confondre immobilier et activité. Un appartement pour faire du locatif, c'est l'immobilier, c'est passif. Une laverie, c'est un travail, c'est un actif, comme pour moi la location saisonnière. C'est pour ça qu'à mes clients, je leur dis toujours, je ne vous déconseille pas de faire de la LCD, mais attention, soyez bien conscients que ce n'est pas la même chose que l'immobilier classique. L'immobilier classique, c'est un passif qui se gère en peu de temps, ou avec peu de frais si on le délègue. Une laverie, des car wash, de la location LCD, c'est pas la même chose. Allez, user qui nous pose une bonne question, c'est la dernière réponse que je donnerai. On est bien d'accord, rénover un plateau, cloison, installation de cuisine, pas déductible, tu as tout à fait raison si tu le fais en location nue, en nom propre. Si tu le fais en SI à l'IS, pas de problème, les travaux seront amortissables. Par contre, si tu fais comme moi de la location nue, et bien effectivement, les travaux que tu cites ne seront pas déductibles. Et c'est pour ça que je peste quand je vois parfois certains agents immobiliers dans leurs annonces mettre plateau à rénover, possibilité de déficit foncier. Eh ben non, madame, monsieur, c'est pas compatible. On ne peut pas mettre plateau, donc surface non existante qu'on transforme, et déficit foncier dans la même phrase. Ça n'existe pas, c'est faux. On peut faire du SCI à l'IS, on peut avoir une stratégie d'investissement pour y faire de la location meublée, et dans ces cas-là, les travaux seront amortissables, mais mettre dans la même phrase plateau, division et déficit foncier, eh ben c'est pas bon. C'est pas bon. Alors Prawi, vous n'avez pas répondu sur les contrôles techniques parce que j'ai pas de connaissances à ce sujet-là. C'est peut-être encore une fois quelque chose qui fait émulation sur des propositions de loi, des choses dont on parle, mais allez, on me demande de répéter, mais non, j'avais promis à ma femme que j'arrêtais à 20h, donc j'arrête maintenant. Bonne soirée à tous. Suivez ce compte-là pour voir d'autres lives, j'en fais en moyenne 2 par semaine. Vous pouvez réserver un créneau de 30 minutes si vous voulez vraiment avoir affaire à moi au téléphone pour avoir de vrais conseils personnalisés à votre situation. Dans ces cas-là, je passe les 10 premières minutes à vous poser des questions sur qui vous êtes, etc. Et vous pouvez aussi vous abonner à mon deuxième compte, les bolides de Patoche, si vous aimez tout ce qui tourne autour de l'automobile. Brice, je ne donne pas d'heure de mes lives, je m'engage à rien, c'est 100% gratuit. Donc, je fais quand je peux et quand je veux. Max qui me demande comment va ma mamie de 40 ans, c'est ma voiture et non pas ma femme. Ma femme a 40 ans. Ma mamie de 44 ans, c'est une petite voiture de collection que j'ai. Elle va très bien. J'ai refait des pare-chocs la semaine dernière dessus en peinture. J'ai encore roulé avec samedi, donc elle va super bien. Elle sent toujours aussi bon l'essence. Et moi, j'adore. Sur ces belles paroles écologistes. Ciao tout le monde. Comment on coupe là?